Alors, je m'appelle Robert Créange. Je ne sais pas si je vais vous dire mon âge, parce que bon, mais enfin, je peux vous dire que je suis né en 1931, ce qui doit faire à peu près 87 ans, hein, en gros. Alors, je ne suis, moi, si je puis dire, qu'un témoin des témoins. Moi, mon père et ma mère ont été assassinés tous les deux à Auschwitz. Alors, je ne dis jamais sont morts à Auschwitz, parce qu'ils ne sont pas morts d'un mauvais rhume, hein. Ils sont morts assassinés à Auschwitz quand j'avais 11 ans. Alors je ne sais pas, vous voulez que je vous raconte comment les choses se sont passées ou... Bon. Alors nous étions une famille juive, absolument pas croyante d'ailleurs, encore moins pratiquante. Mon père était très investi dans une série d'organismes. Il militait à ce qui s'appelait la SFIO. La SFIO, ça veut dire Section française de l'Internationale ouvrière. C'était à peu près l'ancêtre du PS d'aujourd'hui, à peu près. Il militait à la Ligue des droits de l'homme, à la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Donc il avait beaucoup d'activités. Ma mère, elle ne militait nulle part, mais je pense qu'elle avait beaucoup de mérite parce qu'elle acceptait que mon père ne soit pas souvent à la maison en raison des multiples réunions auxquelles il participait. Alors voilà, au début de la guerre, donc mon père n'était pas très costaud physiquement, donc il avait été réformé, mais il voulait absolument combattre, donc il s'est engagé, hein, et il a fait la guerre jusqu'à l'armistice en 1940. Alors, la rafle du Veldiv, la nuit du 16 au 17 juillet 1942, n'a concerné que, si je puis dire, des juifs étrangers. Nous étions d'une très vieille famille française, puisque nous sommes remontés jusqu'au XVIIIe siècle en Lorraine. Créange, mon nom, est d'ailleurs le nom d'une petite ville de Lorraine. Il faut savoir que souvent les familles juives qui fuyaient les pogroms de l'Europe de l'Est, etc., quand elles arrivaient en France, prenaient le nom de l'endroit où elles se fixaient. Et donc mes arrière-grands-parents sont arrivés en Lorraine, dans une petite ville qui s'appelait Créange, qui s'appelait toujours Créange, ils ont donc pris le nom de cette ville. Si un jour vous rencontrez par exemple une famille, je dis un peu n'importe quoi, une famille Carcassonne, vous pouvez être sûr que c'est une famille juive. Et dès le début de l'occupation, nous avons eu des perquisitions chez nous. Nous habitions, j'habite d'ailleurs toujours à Boulogne-Billancourt, et nous avons eu des perquisitions de la part de la police française, de la part de la Gestapo également. Alors les perquisitions, hein, ils venaient voir s'ils trouvaient des armes, des tracts, des journaux interdits. À chaque fois, ils fichaient tout en l'air, n'importe comment. Et j'ai parfaitement le souvenir qu'un jour, fin 41, début 42, j'avais donc 10-11 ans, il y avait une perquisition comme ça chez nous, et notre père était parti faire des courses dans Paris. Et on avait une petite porte qui permettait de sortir de l'appartement et aller dans la rue sans se faire repérer. J'ai bien regardé moi, si personne ne s'occupait de moi. Je suis sorti par derrière, je suis allé attendre notre père à l'arrêt du bus et je lui ai dit il ne faut pas rentrer chez nous. Donc à partir de ce moment-là, il s'est caché dans le 19e arrondissement de Paris. Et puis est arrivé ce qu'on a appelé, vous avez dû entendre parler, la rafle du Veldiv. Oui. Alors la rafle du Veldiv, c'était des juifs étrangers, arrêtés dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942 par la police française. Il n'y avait pas un Allemand, il n'y avait que les policiers français. Ils ont été emmenés dans ce qu'on appelait le Veldiv, donc vélodrome d'hiver, où il y avait les courses de vélo, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et puis ensuite, ils ont été évidemment envoyés à Drancy et de là déportés dans les camps en Allemagne ou en Pologne. Et à partir de là, notre père a dit, bon là c'était les étrangers, mais après ça va être notre tour à nous. Et notre père a donc décidé qu'il fallait passer en zone libre. Alors pour passer en zone libre, il fallait trouver ce qu'on appelait un passeur. C'est-à-dire quelqu'un qui connaissait très bien les lieux. Mais il faut savoir que dans les passeurs, il y avait 3 catégories. Il y avait ceux qui faisaient ça par patriotisme, par solidarité, qui ne se faisaient pas payer et qui faisaient bien leur boulot, qui faisaient passer les gens en zone libre. Deuxième catégorie, des passeurs qui se faisaient payer très cher, mais qui faisaient leur boulot, qui faisaient passer les gens en zone libre. Troisième catégorie, ceux qui se faisaient payer des deux côtés. C'est-à-dire qui étaient payés par les gens qui voulaient passer en zone libre et qui étaient payés par les Allemands pour leur livrer ces gens-là.
Nous, manque de peau, on est tombé sur la passeur de cette 3e catégorie. On est donc parti un jour de juillet 42. Il y avait mon grand-père maternel qui devait avoir, je sais pas, 70 ans peut-être à ce moment-là. Mon père, ma mère, ma sœur qui en 42 avait donc 13 ans et moi qui avais 11 ans. Alors, on a pris un train à Paris, à Austerlitz, jusqu'à une ville qui s'appelle Angoulême. D'Angoulême, on est parti avec un petit bus jusqu'à une autre ville qui s'appelle La Rochefoucauld. Et de là, on est parti à pied vers la ligne de démarcation. Et le passeur avait un vélo. Et à un moment, je ne sais pas s'il a eu un moment de pitié ou quoi, mais enfin, à un moment, il nous a dit à ma soeur et à moi, vous êtes fatigués, je vous prends sur mon vélo, je vous emmène un peu plus loin, vous vous reposerez en attendant qu'on vous rejoigne avec vos parents et votre grand-père. Donc on est parti avec lui, il nous a fait grimper dans un champ et il nous a dit maintenant vous ne bougez plus sous aucun prétexte, vous attendez qu'on vous rejoigne. Donc nous on a attendu, puis on voyait rien arriver. On a donc décidé de faire ce qu'évidemment il ne fallait pas faire, c'est-à-dire de redescendre sur la route et de repartir en arrière à la rencontre de nos parents. Et je me rappelle parfaitement, j'avais avec moi un jeu de société qui je crois existe toujours, qui s'appelle le solitaire. Un jour il faut prendre des pions jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un. Et sur la boîte du solitaire, j'ai écrit avec mon crayon « Nous revenons de suite ». Et on a posé ça par terre. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est dit si jamais nos parents arrivent d'un autre côté et qu'ils ne nous voient pas, ils vont être complètement affolés. Donc on est redescendu, on est reparti un peu en arrière et puis à 100 mètres de là, un virage, on a vu les voitures allemandes, nos parents, notre grand-père, on les a vus monter dans les voitures et puis quelques minutes après, on les a vus passer devant nous. Notre père et notre mère, c'est la dernière fois qu'on les voyait, on les a jamais revus. Notre grand-père, on l'a revu après la guerre. Donc nous, on est restés là, complètement paumés, évidemment, figés, à un endroit qu'on ne connaissait absolument pas. On venait de voir partir nos parents et notre grand-père. On ne connaissait pas à ce moment-là l'existence des chambres à gaz, des fours crématoires, mais on savait qu'il y avait danger. Ça, on le savait. Il y avait un paysan du coin qui avait vu la scène, qui est venu nous chercher et qui nous a dit « Vous venez avec moi, je vais m'occuper de vous et cette nuit, je vous ferai passer en zone libre ». Évidemment, effectivement, il nous a pris dans sa ferme et la nuit, on est reparti à pied. Et depuis cette nuit-là, c'est peut-être complètement idiot, mais moi, je n'aime pas entendre les chiens aboyer la nuit. Pourquoi? Parce que nous, au fur et à mesure qu'on marchait, les chiens dans les fermes, ils nous entendaient, ils aboyaient. Et moi, je me disais, les Allemands vont entendre les chiens aboyer, ils vont appliquer. Et finalement, on est arrivé dans un grand champ. Au bout du champ, il y avait un talus, une route, et le talus redescendait de l'autre côté. La route, c'était la ligne de démarcation, qui séparait les deux zones. De l'autre côté, c'était la zone libre. Et le paysan nous a fait coucher là dans le champ, on s'est endormi aussitôt. Il a attendu que les patrouilles allemandes se croisent sur la route et il nous a ensuite réveillés, il nous a dit « Moi maintenant, je ne peux plus rien pour vous, vous allez courir, de l'autre côté c'est la zone libre, vous trouverez une ferme plus loin sur la droite, vous verrez ce sont des braves gens et tout. » Je vous laisse imaginer une fille de 13 ans, un garçon de 11 ans, en pleine nuit, dans un endroit où on n'avait jamais mis les pieds de notre vie. On venait de voir partir nos parents et notre grand-père. On n'avait pas le choix. On a fait ce qu'il nous a dit. On a couru, ça s'est bien passé. On est arrivé en zone libre, on a trouvé la ferme, des braves gens, effectivement. Et puis on avait en tête, parce qu'on n'écrivait rien, le numéro de téléphone d'une tante qui, elle, avait déjà réussi à passer en zone libre. On lui a téléphoné, elle est venue nous chercher, et c'est elle qui nous a ensuite élevés. Alors nos parents et notre grand-père ont d'abord été en prison à Poitiers et ensuite à Drancy, au camp d'internement. Et tant qu'ils ont été à Poitiers à Drancy, on a pu correspondre. C'est-à-dire qu'ils ont su que ma soeur et moi nous étions sauvés. Ce qui pour eux a été évidemment certainement d'une très grande importance. Il a dû les consoler un petit peu, quoi. Et puis un jour, quand ils étaient au camp de Drancy, on a reçu une carte et quelqu'un avait écrit en travers, sans doute un gardien, parti le 18-9-42 pour destination inconnue. Pour notre mère, on n'a jamais rien su. Elle a certainement été gazée dès l'arrivée. Notre père, on a su ce qui s'était passé. Notre père était poète. Il écrivait, il avait publié plusieurs volumes de poésie avant-guerre. Donc c'était tout sauf un manuel. C'était un intellectuel, mais vraiment pas un manuel. Et il l'avait mis dans un commando de bûcheron. C'est vraiment pas ce qu'il lui fallait. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il avait fait, le SS qu'il gardait, il a donné une gifle.
ses lunettes sont tombées par terre, le SS les a écrasées avec sa botte, il n'était plus bon à rien, il était gazé. Donc nous sommes retrouvés avec notre tante, nos cousines et notre cousin dans une ville qui s'appelle Périgueux. On est allé au lycée là-bas, ma sœur a fait là-bas sa 4e et sa 3e, moi j'ai fait ma 5e et ma 4e. Et à la Libération, on est revenu donc à Boulogne et on a retrouvé notre grand-père qui avait été dans un groupe de vieillards qui, on ne sait pas pourquoi, avait été relâché de Drancy. Et il nous a raconté comment les choses se sont passées quand ils ont été arrêtés. Donc les Allemands les avaient arrêtés, ils sont passés devant nous dans la voiture avec les Allemands et l'officier allemand nous a vus, ma sœur et moi. Il ne pouvait pas nous voir, on était au bord de la route et il nous a désignés et il a demandé à notre père enfant juif. Et mon père a répondu, je ne les connais pas. Et moi, ma version, évidemment, on ne pourra jamais me vérifier. Je me dis que ce n'est pas possible que cet officier ait cru notre père. Deux gosses tout seuls, au bord de la route, habillés en petits parisiens, l'air paumé, à 100 mètres d'où venaient d'arrêter nos parents. Je me dis, ce type ne devait pas être un nazi convaincu. Il s'est dit, j'ai des adultes, les gosses, laisse tomber. On ne pourra évidemment jamais vérifier. Voilà, en gros, comment les choses se sont passées. Et de quelle association vous faites partie? Vous faites partie de quelle association? Donc je fais partie de plein d'associations. De plein. Je ne sais pas ce que je peux vous citer. Moi, je suis vice-président de ce qui s'appelle l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre. Ça s'appelle l'UFAC. Je fais partie de la Fondation pour la mémoire de déportation, du comité de souvenir des fusillés du Mont-Valérien et de France. Et puis bon, j'en ai un coup de main où je peux. J'étais donc, je vous l'ai dit, à Périgueux, chez notre oncle et notre tante. Avant d'essayer de passer en zone libre, j'avais fait ma 6e à Paris, au lycée Claude Bernard, qui est un lycée qui était à la porte de Saint-Cloud, parce qu'à ce moment-là, les collèges n'existaient pas. En 6e, on entrait au lycée. J'étais donc au lycée Claude Bernard, ma sœur était au lycée La Fontaine, qui est juste derrière, à la porte Molitor. Et donc, quand nous sommes arrivés à Périgueux, nous sommes entrés, moi au lycée de garçons, puisqu'on était séparés, ma sœur au lycée de filles. Moi, je suis entré en 5e, ma sœur est entrée en 3e. J'ai donc fait ma 5e et ma 4e au lycée de Périgueux. Et quand nous sommes ensuite revenus à Boulogne, j'ai réintégré le lycée Claude Bernard, donc pour la 3e et la suite. J'ai donc continué mes études. Je suis ensuite allé à la fac à Nanterre et tout. J'ai été dans une première période, si je puis dire, de ma vie professionnelle. J'ai été enseignant. J'étais ce qu'on appelait à ce moment-là PEGC, ce qui voulait dire professeur d'enseignement général des collèges. Et il fallait enseigner 2 matières. J'enseignais donc lettres et histoire géo. Alors, j'ai fait ça pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis après, j'ai complètement bifurqué, j'ai complètement changé. J'ai toujours été, je suis toujours un militant syndical. Je milite dans mon organisation syndicale. Et mon organisation syndicale, la CGT, m'a demandé d'abandonner l'enseignement pour prendre la responsabilité des offres sociales de chez Renault, à Billancourt. Savoir qu'à ce moment-là, chez Renault, il y avait 48 000 salariés, ce qui n'est pas rien. Je suis donc devenu directeur des activités sociales du comité d'entreprise Renault. Alors, pour vous donner un exemple de l'importance d'un comité d'entreprise comme ça, à la bibliothèque du CE, on dit CE en abrégé, bibliothèque du CE, nous avons eu jusqu'à 100 000 volumes que nous allions prêter dans les différents ateliers de l'usine avec des bibliobus. On envoyait plusieurs milliers d'enfants en colonies de vacances, on avait des camps d'adolescents, on avait enfin un club sportif, le COB, Club Olympique de Billancourt, une organisation culturelle qui s'appelait l'Ouest Agriculture, donc une activité quand même intense. Voilà, si vous voulez, quelle a été la suite de mon existence, si je puis dire. Pendant la Seconde Guerre, avez-vous entendu, sûrement, mais vous avez sûrement dû entendre parler de la résistance, j'imagine. Bien sûr, j'avais mon cousin Germain, donc le fils de mon oncle et de ma tante chez qui j'étais, qui était dans un maquis en Dordogne d'ailleurs, qui est donc, on le voyait une fois de temps en temps, il venait discrètement et tout. Il a continué après la guerre dans l'armée de Lattre d'ailleurs,
Donc, mais j'étais trop jeune, moi, pour participer à des combats en 1944. J'avais 13 ans à la Libération. Mais par contre, je me rappelle, et c'était quand même un acte de résistance, quand j'étais tout gamin, quand j'allais à l'école primaire, en 1900, disons 40-41, donc j'avais 10 ans. Vous savez sans doute qu'à Londres, De Gaulle avait choisi comme emblème le V de Victory, avec à l'intérieur la croix de Lorraine, pour montrer qu'on arrêterait le combat que quand on aurait reconquis l'Alsace et la Lorraine que l'Allemagne avait annexé. Et je me rappelle, avec les copains, quand on allait à l'école, on prenait des petits bouts de craie dans la poche et on regardait bien s'il n'y avait pas de soldats allemands, on disait soldats Bosch d'ailleurs, encore que mon père n'ait jamais voulu qu'on emploie le terme Bosch, il voulait allemand, bref. Et avec les copains, sur les murs des maisons, avec notre bout de craie, on traçait un V avec des croix de Lorraine. C'était rien, mais c'était beaucoup aussi. Parce que les gens, quand ils sortaient de chez eux, ils étaient contents de voir des V et des croix de Lorraine sur les murs. Alors c'est des petits actes comme ça, j'étais trop jeune pour participer à la résistance armée. Bien, merci. Je vous remercie d'avoir participé. Merci à vous tous.